C'est moi. Et, pas encore l'écran. Je vous vois, mais l'écran. Oui, ça va venir. OK, c'est bon. Et super. Bonjour à tous, bienvenue sur cette session qui va être finalement une suite à ce qu'a pu faire David, mais en beaucoup plus simple. David avait sorti la grosse artillerie pour déployer du cluster Always On Availability Group. Pour notre part, on va vraiment utiliser des choses beaucoup plus simples pour déployer finalement la même chose, plusieurs nœuds et du SQL Server sur ces nœuds à notre disponibilité. On va donc parler de PowerShell et spécifiquement de la bibliothèque DBA-Tools, qui est une bibliothèque communautaire. Merci à la communauté, merci aux sponsors, merci à Redgate, merci à tous d'être là. Sans vous et sans les sponsors, on ne pourrait pas avoir ce genre d'événement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christophe Laporte, j'habite à côté de Toulouse. Vous retrouverez ici mes différents contacts, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter. N'hésitez pas, a posteriori, si vous avez des questions à la suite de cette session, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Tous les slides, toutes les démonstrations seront mises à disposition sur mon GitHub. Donc github.com/conseil IT. Les slides seront également disponibles et vous pourrez également tout retrouver sur mon blog ainsi que sur mon OneDrive. Tout sera mis à disposition. On va rentrer dans le vif du sujet. Il y a des choses dont on ne va pas parler dans cette session. La première chose, c'est tout simplement pourquoi mettre en place une solution de haute disponibilité. Donc, on part du principe qu'on a déjà fait une étude. Est-ce que ça valait le coup de mettre en place une solution de haute disponibilité? Qu'est-ce que cela va me coûter? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? On ne va pas non plus parler des différentes stratégies de haute disponibilité, ni des différentes techniques que l'on a dans SQL Server pour parler haute disponibilité. Donc, on va vraiment se focaliser sur les groupes de disponibilité. On ne va pas parler de failover cluster ou un bref instant, on va juste aborder le principe. On ne parlera pas non plus de log shipping. On ne parlera pas des différentes causes de non-disponibilité, des problèmes électriques, des problèmes hardware, des problèmes logiciels. On ne parlera pas non plus du coût que génère la non-disponibilité d'une instance SQL. Et on ne parlera pas non plus des sacro-saints RPO et RTO, Recovery Point Objective, les données, le maximum de données que l'on s'autorise à perdre, et Recovery Time Objective, le temps maximum que l'on se donne pour redevenir opérationnel en cas de désastre majeur. On va se focaliser sur la mise en place de groupes de disponibilité. Malgré tout, il y a quand même quelques termes à connaître. Typiquement, la notion de cluster. Un cluster, c'est tout simplement un groupe, une grappe de machines, donc un groupe de serveurs. Chacun de ces serveurs va s'appeler un nœud dans un cluster. Et si on se positionne spécifiquement sur des groupes de disponibilité, on va parler de réplicas. Donc, on va avoir un réplica primaire, le serveur principal, sur lequel on va arriver pour faire des requêtes de type insert, update, delete et du select. Et potentiellement, on pourrait faire de l'offload, donc basculer les requêtes de type select sur un serveur secondaire, donc sur un réplica secondaire. La notion de ressource, ça peut être un service, ça peut être un device, comme un disque, comme une adresse IP, comme un non-réseau. Et cette ressource va être exposée par le cluster, donc l'objet cluster finalement que l'on va manipuler dans un premier temps. Un groupe de ressources, c'est tout simplement un assemblage de plusieurs ressources qui sont liées entre elles par une notion de dépendance. La dépendance, ça va être tout simplement entre une adresse IP et un non-réseau. Je ne peux pas démarrer le non-réseau tant que l'adresse IP n'a pas démarré. La notion de failover, je vais basculer mon groupe de ressources, qu'il s'agisse d'un FCI, d'une instance en cluster de basculement, ou bien d'un groupe de disponibilité. La notion de failback, il y a eu un failover, je vais revenir sur le nœud qui était primaire à l'origine. Personnellement, je vous déconseille le failback, ça fait intervenir une coupure de service supplémentaire qui n'est pas forcément désirée, et je préfère prendre le temps de diagnostiquer quelle était la raison qui a provoqué un failover avant de provoquer un failback de manière automatique. D'un point de vue des acronymes, on va parler de FCI, Failover Cluster Instance. On va parler d'AG pour groupe de disponibilité. On va parler de AD pour Active Directory, donc mon annuaire. On va parler de CNO, le Cluster Name Object, le nom que va porter ma grappe
de réplica, ma grappe de serveur Windows ou Linux, pourquoi pas. On va parler de VCO, de Virtual Computer Object. Ça va tout simplement être l'objet qui va être créé quand on va créer un groupe de disponibilité et son listener. On pourrait parler de SMB, donc un partage SMD, un partage de fichiers que vous pouvez avoir sur votre infrastructure, donc SMB3 par exemple. Et ça va nous être utile tout simplement pour positionner la notion de quorum, donc un vote supplémentaire au niveau du cluster. On va parler également de File Share Witness, FSW. Ça va être un des types de quorum possibles. Et ensuite, le dernier acronyme, Windows Server Failover Cluster, c'est tout simplement finalement le cluster au sens Windows du terme. Maintenant qu'on a parlé terminologie, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et on va mettre en œuvre un cluster Windows. Pour l'instant, on ne parle pas de SQL Server, on va se focaliser sur Windows. Et si je devais le faire sur Linux, je me focaliserai sur Linux en mettant en place un cluster côté Linux. Donc, les principales étapes, ça va être tout simplement d'ajouter la fonctionnalité dans Windows pour lui dire « je veux que tu sois membre d'un cluster ». Donc, on va lui donner des binaires supplémentaires. On va ensuite tester fonctionnellement que le cluster est opérationnel, c'est-à-dire qu'on va vérifier qu'on est dans les mêmes versions d'OS, qu'on n'a pas trop de différence au niveau des mises à jour, des cumulative updates, des KB de Windows. On va vérifier d'un point de vue réseau que les serveurs peuvent discuter entre eux. Et ensuite, on va effectivement créer la grappe de machines, donc créer le cluster. Pour ce faire, vous avez deux options. Soit vous travaillez dans l'interface graphique, donc dans l'IHM de Windows, soit vous allez travailler en PowerShell. À la limite, je vous conseille de travailler en PowerShell si derrière vous souhaitez automatiser ce genre de choses, sans aller à l'extrême comme a pu vous le montrer David tout à l'heure. Les quelques lignes de PowerShell dont on va parler vont vous suffire pour créer finalement un cluster au sens Windows du terme. On va basculer sur Visual Studio Code, donc qui va gérer tout mon code. Alors, j'ai pris un tout petit peu d'avance, on va en parler, mais les choses dont on ne va pas parler non plus dans cette session, c'est le setup de SQL Server. Installer SQL Server comme vous le faites d'habitude, soit en utilisant l'interface graphique, soit en utilisant une ligne de commande ou du script PowerShell. Si ça vous intéresse, j'ai enregistré une toute petite vidéo à cet effet qui est présente à l'adresse YouTube suivante. Il n'y a pas de setup spécifique de SQL Server si on veut faire des groupes de disponibilité. Si je devais utiliser une instance en failover cluster, une instance de basculement, dans ce cas, on a effectivement un setup qui est un tout petit peu particulier pour SQL. Ici, ce n'est pas le cas. Vous pouvez prendre votre assistant, next, 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 finish, ça va fonctionner. Par contre, ce n'est pas parce que je mets en place une solution de haute disponibilité que vous êtes dispensé de mettre en place tout ce qui concerne la maintenance de vos bases de données. Donc, tout ce qui concerne les tests d'intégrité, les sauvegardes, la mise à jour des statistiques d'index et autres. Encore une fois, j'ai enregistré une petite vidéo qui va vous montrer comment, au travers de scripts PowerShell et DBA Tools, mettre en place toute une stratégie de maintenance de votre instance au sens large du terme. Ce qu'il va vous falloir faire ensuite, c'est tout simplement ouvrir des règles firewall pour accéder à SQL Server, mais ça, je pense que vous l'avez déjà fait. Et pour permettre la communication des instances SQL dans le but de propager les transactions du serveur primaire, du réplica primaire vers le réplica secondaire, on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle un endpoint, un point de terminaison au sens TCP du terme, qui généralement travaille sur le port 5022. Si vous souhaitez le changer, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, n'oubliez pas d'ouvrir ce port-là sur le firewall Windows local que vous utilisez sur vos réplicas. Et si vous avez un firewall global au niveau de votre infrastructure réseau, n'oubliez pas non plus d'ouvrir ce port-là. Donc, une fois ces prérequis validés, on va tout simplement installer la fonctionnalité cluster sur deux nœuds qui, dans mon cas, vont s'appeler frogs=1 et frogs=2. Et donc, sur chacun de ces nœuds, j'ai installé la fonctionnalité. Alors, c'est quelque chose qui prend quelques minutes, suivant les machines que vous avez. Donc, j'ai pris le loisir d'installer les fonctionnalités avant le début de cette session, pendant la session de Philippe tout à l'heure.
Une fois que vous avez installé la fonctionnalité Windows, on va tester le cluster. Tester le cluster va tout simplement me dire est-ce que oui ou non, mon cluster, au sens Windows du terme, est apte à fonctionner, à faire fonctionner une solution en haute disponibilité. Qu'il s'agisse de DHCP, qu'il s'agisse de SQL Server, qu'il s'agisse de Exchange, peu importe le logiciel que l'on va mettre en haute disponibilité. Et une fois que l'on a testé la solution, on a tout simplement un retour qui nous dit est-ce que oui ou non, le cluster est validé. Et on voit dans notre cas que le cluster est validé avec un certain nombre de warnings. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous souhaitez du support de la part de Microsoft, vous devez absolument tester votre cluster. Les reports qui sont générés par le test de validité de votre cluster, ces reports vont rester à demeure sur le serveur Windows, sur les serveurs Windows que vous allez mettre dans votre grappe, sauf si vous les supprimez. À la limite, c'est vous qui voyez. Ces fichiers-là sont présents dans le répertoire C, Windows, Cluster, Reports. Et à chaque fois que vous allez faire une nouvelle validation, vous allez avoir un nouveau rapport de validation. Et encore une fois, je retrouve ici mon warning, un warning au niveau du réseau. Pourquoi? Tout simplement parce que mes nœuds, au niveau de mon cluster, ne sont joignables les uns avec les autres qu'au travers d'une seule interface réseau. Donc, en fait, on me prévient tout simplement que j'ai un point de défaillance unique à ce niveau-là. Si j'ai une interface réseau qui tombe, je ne vais plus pouvoir accéder à mon serveur SQL et le cluster en lui-même aura du mal à déterminer que le nœud opposé est en bonne santé ou pas. C'est pour ça qu'il est généralement préférable d'utiliser plusieurs interfaces réseau. C'était d'ailleurs quelque chose qui était obligatoire sur des machines physiques pour vraiment s'assurer que le serveur était disponible. Quand on est dans un monde virtualisé, on pense que clairement cela ne devient qu'un warning parce que l'infrastructure virtualisée m'assure déjà d'avoir une redondance au niveau du réseau. C'est pourquoi ce warning, nous pouvons passer outre et continuer l'installation, la création du cluster. Donc, j'ai testé mon cluster et donc l'étape suivante, c'est tout simplement de former ce qu'on appelle former le cluster. Donc, c'est une commande PowerShell pour le coup. C'est une simple commande PowerShell qui va tout simplement récupérer la machine numéro 1 et la machine numéro 2 qui ont été définies dans mes variables et je vais former mon cluster. Donc, on va juste attendre quelques secondes que l'opération se termine. Une fois que ce cluster va être formé, au niveau d'Active Directory, je vais pouvoir visualiser cet objet. Je vois mon cluster qui a été formé. Je peux prendre la console Active Directory et au niveau des computers, je devrais pouvoir retrouver ici mon objet de type computer, Computer Name Object, mon CNO, mon Cluster Name Object, pardon. Je retrouve mon objet de type computer qui a été créé dans mon conteneur par défaut. J'ai aussi la possibilité d'aller visualiser dans ma console d'administration du cluster, connecté à mon cluster. J'ai ici le nom de mon cluster. Je me connecte et je vais bien retrouver au niveau des nœuds les deux machines que j'ai intégrées dans mon cluster. Au passage, notez qu'on a cette notion de vote. C'est quelque chose qui va être extrêmement important par la suite. J'ai donc créé mon cluster. À partir de là, j'ai quasiment fait ce qu'il y avait à faire d'un point de vue de l'infrastructure, à quelques détails près. On va devoir parler de quorum. La notion de quorum, c'est tout simplement la notion de majorité de vote. C'est définir un consensus. Est-ce que j'ai suffisamment de votes pour dire je dois maintenir mon service online? Les votes vont être attribués à chacun des réplicas. J'ai 2 réplicas dans mon cluster. Je vais donc avoir 2 votes. La problématique, c'est que quand on a un nombre pair de votes, si je perds un des nœuds, je me retrouve avec un seul vote. Et en fait, je n'ai pas la majorité. La majorité est atteinte par la formule le nombre de votes divisé par 2
plus 1. Autrement dit, quand on a un nombre de nœuds pairs au sein d'un cluster, on doit absolument avoir un vote supplémentaire. Et ce vote supplémentaire peut être détenu tout simplement par ce dont on a déjà parlé, un file share, donc un partage réseau. C'est l'option la plus simple quand on utilise des groupes de disponibilité. Si vous êtes sur des versions récentes de Windows, vous pouvez opter pour un quorum Azure. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez confier à Azure, à l'infrastructure chez Microsoft, le fait de mettre un vote supplémentaire. À quoi va servir ce vote supplémentaire? Si je perds un seul des nœuds et que le second nœud possède toujours son vote et est capable de joindre Azure ou le file share witness, j'ai donc 2 votes valides sur 3. Je peux continuer à exécuter mon service qui est en haute disponibilité. Si ce n'est pas le cas, tout va s'éteindre. Donc cette histoire de quorum, c'est tout simplement le fait d'avoir un consensus pour assurer la disponibilité d'un service. Dans notre cas, ce sera un groupe de disponibilité. Il y a eu des avancées dans les différentes versions de Windows. On a la notion de quorum dynamique. C'est le fait de donner ou d'enlever un vote de manière dynamique au cluster, à chacun des nœuds du cluster, pour que l'on ait toujours un nombre impair de votes. Et c'est effectivement ce que l'on voit dans le Failover Cluster Manager, ici. J'ai un vote qui a été supprimé à la machine numéro 1, de manière totalement arbitraire. On pourrait mettre des priorités, mais là, pour le coup, c'est totalement arbitraire. Pourquoi est-ce que j'ai enlevé ce vote? Tout simplement parce que pour l'instant, je n'ai pas de nombre impair de votants, je n'ai que mes 2 machines. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est tout simplement rajouter un file share witness qui me donnera un vote supplémentaire. Et d'ailleurs, au travers de Windows 2012 R2, on a cette notion d'ajuster dynamiquement le vote de ce fameux quorum witness. On va pouvoir le lui donner, l'enlever de la même manière qu'on peut attribuer ou enlever un vote à un nœud de mon cluster. Donc, ce que l'on va faire, c'est tout simplement ajuster donc les settings de mon quorum. Et je vais profiter finalement d'un partage réseau que j'ai déjà créé au niveau de mon infrastructure, qui s'appelle FSW comme File Share Witness. Et ce partage réseau qui existe a déjà un certain nombre d'autorisations au sens NTFS du terme, à savoir un groupe Windows qui s'appelle Serveur SQL. Et ce groupe Windows, en fait, pour l'instant, ne contient personne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner finalement l'appartenance à ce fameux groupe Windows à l'objet cluster que je viens de créer. Je revérifie. Je vois bien maintenant que mon objet cluster que j'ai créé dans Active Directory appartient bien à mon groupe, à mon groupe qui a les autorisations sur le file share witness. Donc, de ce fait, je vais pouvoir utiliser la commande pour modifier la configuration de mon cluster et rajouter un vote à mon file share witness. L'opération a été effectuée, c'est très rapide. On remarque ici que la machine numéro 1, le nœud numéro 1, a récupéré son vote. Et quand on va sur, je dirais, les ressources core de mon cluster, on voit ici le file share witness. Donc, le file share witness a un vote et chacun des nœuds possède un vote. J'ai donc maintenant 3 votes et donc je peux assurer le service au niveau de mon infrastructure hautement disponible. Donc, une fois que l'on a, si je reprends les slides, une fois que l'on a configuré le quorum, on est prêt à continuer. Les bonnes pratiques fait que l'on pourrait changer quelques paramètres au niveau du cluster dans son ensemble. Typiquement, si vous avez des multi-subnet clusters, donc à savoir des clusters qui seraient sur 2 data centers avec du coup un tout petit peu de latence entre les différents sites, on a la possibilité d'ajuster les seuils qui vont, je dirais, plus ou moins tolérer de panne ou de perte de paquets sur ces réseaux. Donc,
on a la possibilité de faire ce genre de choses. Tout comme on a la possibilité d'agrandir, d'augmenter la rétention des logs au niveau du cluster, de manière à ce que si vous avez un problème, vous ayez un tout petit peu plus de possibilités d'un point de vue du troubleshooting. Donc, c'est ce que je vous ai mis dans ce fichier-là. À vous de voir si vous souhaitez configurer votre cluster de la sorte. J'aurais tendance à dire que je vous suggère d'appliquer toutes les bonnes pratiques. Ce sont des choses que vous pouvez retrouver chez Microsoft. Donc, on peut visualiser la log size qui, pour l'instant, est à 1,5 méga. Donc, on peut très bien l'augmenter, par exemple, à 2 mégaoctets, ce qui fait que j'aurai un tout petit peu plus de rétention. Une fois que j'ai terminé la configuration, on va dire au sens Windows du terme, on va finalement pouvoir parler vraiment de SQL Server. Parler de SQL Server, ça veut dire aussi regarder dans le passé. Avant SQL Server 2012, on avait deux options pour faire de la haute disponibilité dans SQL Server. On avait le bon vieux cluster de basculement, ce que l'on a vu sous le nom de FCI, Failover Cluster Instance, qui me permettait finalement d'exécuter mon service SQL Server soit sur le nœud numéro 1, et si ce nœud venait à avoir un problème, on démarrait le service sur le nœud numéro 2. Au vrai sens, démarrage du service, c'est-à-dire que le service SQL sur les deux nœuds est en mode de démarrage manuel, et en fait, c'est l'orchestrateur, le cluster, qui vient démarrer le service à droite ou à gauche en fonction des pannes. Et donc, la problématique, quand on a deux machines séparées, c'est tout simplement d'avoir un espace de stockage commun sur lequel on va poser les fichiers de base de données, les points MDF, NDF et LDF. Et donc, quand on est sur du failover cluster, on a pour obligation d'avoir la notion de SAN. Attention, on ne peut pas travailler avec un NAS. Il faut absolument avoir un SAN qui est connecté sous forme de réseau fibre, par exemple, ou sous forme de réseau ISCSI. Alors, depuis des versions récentes de Windows, on a d'autres possibilités, mais historiquement, on avait le choix entre ISCSI et Fiber Channel. Et donc, cette installation relativement spécifique, parce que je vais avoir des binaires de SQL à la fois sur le serveur numéro 1, le nœud numéro 1, et sur le nœud numéro 2, a une interface un petit peu particulière dans le processus de setup. Cette interface va me demander finalement un nom réseau et une adresse IP qui va caractériser mon instance, qu'elle soit active sur le nœud numéro 1 ou sur le nœud numéro 2. De fait, les applications qui se connectent à SQL Server en haute disponibilité n'ont pas du tout à savoir quel est le nœud actif. Le nom réseau et l'adresse IP ne changent jamais. L'édition standard va offrir les mêmes fonctionnalités que l'édition entreprise au niveau de la haute disponibilité sur du Failover Cluster Instance, à la seule différence que j'ai droit à 2 nœuds. Généralement, c'est l'option que l'on choisit. On n'a pas forcément besoin d'avoir 3 nœuds, 4 nœuds, 5 nœuds, 6 nœuds, 8 nœuds ou plus. Donc, l'édition standard pourrait tout à fait se satisfaire, pour être tout à fait satisfaisante pour faire du Failover Cluster. La problématique que l'on a dans du FCI, c'est ce fameux stockage partagé qui devient, pour le coup, un point de défaillance unique. Donc, la granularité, c'est l'instance. J'ai toute mon instance qui peut basculer. Mais si je perds mon stockage, j'ai tout perdu. C'est pourquoi, à partir de SQL Server 2005, est apparu ce que l'on appelle la mise en miroir d'une base de données, le database mirroring. Et cette fois-ci, la granularité, elle n'est plus au niveau de l'instance, elle est au niveau de la database. Ce qui permet aussi finalement une répartition de charges parce qu'on peut très bien avoir une base qui est active sur le serveur numéro 1 et une base qui est active sur le serveur numéro 2. Et chacune étant le failover de l'autre. Le setup de SQL Server, c'est un setup tout à fait traditionnel, un setup que l'on appelle de type standalone. C'est exactement celui que l'on a fait pour des groupes de disponibilité. La mise en miroir est accessible en édition standard et en édition enterprise. Là, pour le coup, nous avons un tout petit peu plus de différence de fonctionnalité entre les deux éditions. Généralement, on préférait l'édition enterprise et l'édition standard étant limitée finalement à un mode synchrone à l'époque.
L'avantage de la mise en miroir, c'est que je gommais totalement le point de défaillance unique qui était induit par le stockage partagé. Par contre, on ne récupérait pas malheureusement le nom réseau et l'adresse IP qui étaient fournis par le cluster. Et donc, quand on regarde les groupes de disponibilité, en fait, c'est juste le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on a récupéré du cluster le listener, donc l'adresse IP et le nom réseau qui ne vont pas changer. Donc, il n'y a pas de reconfiguration au niveau des chaînes de connexion de vos applications. Et on va récupérer aussi la notion de basculement automatique, ou en tout cas, le cluster va s'occuper de déterminer si oui ou non les serveurs SQL sont en bonne santé. On avait la notion de témoin sur du database mirroring, mais qui était clairement moins fiable que les technologies mises en place par le cluster. Et du database mirroring, on va récupérer finalement le côté transport des transactions du serveur principal vers le serveur secondaire. On a ce stockage asymétrique, donc on n'a plus de point de défaillance unique au niveau du stockage. On peut avoir plusieurs réplicas, on n'est pas limité à un primaire, un secondaire. On pourrait très bien, aujourd'hui, sur les dernières versions de SQL Server, avoir un primaire et 8 secondaires. Éventuellement, ça c'est vous qui allez en décider, mais ça a un impact aussi au niveau des licences, vous pouvez effectuer de la lecture seule sur un réplica secondaire. Donc on pourrait très bien imaginer débrancher tout le reporting depuis la base de prod vers ces bases de données réplica en lecture seule. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement intéressant. On a vraiment récupéré le meilleur des deux mondes. D'un point de vue fonctionnement, et je ne vais pas rester très très longtemps sur cette diapositive-là, quand vous écrivez, quand vous faites une transaction sur votre serveur SQL, toutes les transactions s'exécutent en mémoire. Sauf que si vous débranchez votre serveur SQL, vous avez perdu l'information. Vous avez perdu votre transaction. Donc, quand vous écrivez une transaction en mémoire, vous êtes censé finalement écrire de manière synchrone cette transaction dans le journal de transaction, le fameux fichier LEDF. Et donc, lors de cette phase-là, on va traverser un petit composant qui s'appelle le log cache. Ce composant, en fait, c'est juste une histoire de faire un buffer sur 60 kg de manière à ne pas provoquer de petits IO disques, de trop petits IO disques qui seraient vraiment improductifs et qui ne seraient pas performants. On grèverait vraiment les performances du sous-système disque. Et donc, quand on va traverser ce composant de log cache, on a un couple de composants qui sont le log capture et le log pool qui vont tout simplement scruter, tiens, est-ce que cette transaction est une transaction qui concerne une base qui fait partie du database mirroring ou du groupe de disponibilité? Oui, c'est le cas. Dans ce cas, je vais envoyer la transaction sur le serveur secondaire, sur un composant qui s'appelle le log received, qui va lui-même envoyer dans le log cache, le même que j'avais sur le serveur primaire, et qui va écrire la transaction sur le fichier LDF sur le serveur secondaire. Et ensuite, on a tout un acknowledge qui va remonter la piste, c'est-à-dire qu'on va effectuer le chemin inverse pour dire « c'est OK, j'ai bien validé ma transaction sur le serveur secondaire ». Si on choisit un réplica synchrone, RPO est égal à 0, on s'assure d'avoir d'abord écrit la transaction sur le serveur secondaire avant de l'écrire sur le serveur primaire. Si j'opte pour un réplica asynchrone, au moment où je traverse mon log cache, il va y avoir finalement une écriture en Y à la fois sur le serveur secondaire et à la fois sur le serveur primaire. Donc le fonctionnement d'un AG vu de haut niveau, ça va être exactement ça. Mais on touche du doigt un des besoins que l'on va avoir, à savoir ici un besoin de communication bidirectionnelle entre mes deux instances SQL. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du endpoint et de l'ouverture du port TCP 5022. C'est exactement ici que cela va intervenir. Le serveur numéro 1 va se connecter sur le serveur numéro 2 sur le port 5022 pour lui envoyer des transactions. Et inversement, le serveur numéro 2 va se connecter sur le port 5022 du serveur numéro 1 pour faire la validation des transactions ou pour, si vous avez fait un failover, renvoyer une transaction du serveur secondaire vers le serveur primaire. Voilà, vu de très très haut, vu de 10 000 pieds, le fonctionnement d'un groupe de disponibilité. Et donc, je vais avoir besoin
de quelques préparatifs, tout simples. On a déjà le cluster qui a été créé. Donc, d'un point de vue système, on va tout simplement activer la fonctionnalité de haute disponibilité dans SQL Server. Si vous faites un clic droit propriété sur le service SQL dans le Configuration Manager de SQL Server, vous allez sur l'onglet Always on Availability Group. Vous avez ensuite plus qu'à cocher la fameuse case Enable Always on Availability Group. Vous redémarrez SQL Server et il est prêt à faire de la haute disponibilité à partir du moment où vous avez créé les points de terminaison et à partir du moment où vous avez autorisé le serveur opposé à se connecter à ce point de terminaison. Plusieurs méthodes. Vous pouvez faire du Management Studio, vous pouvez faire du Transact SQL et vous pouvez faire du PowerShell. Ce que je vous propose, c'est de faire du PowerShell. Alors, il y a une chose qui va être nécessaire, mais là, on est purement dans Active Directory et vous en serez rendu compte au bout d'un certain temps, mais le CNO, donc le cluster au sens, au sens objet dans Active Directory, doit avoir quelques permissions supplémentaires. Alors, je vais vous passer les détails du script et je vais vous montrer à quoi ça correspond. Quand je prends la console Active Directory, si je la retrouve sur ma machine, on avait ici le conteneur computer. Il faut absolument que votre objet cluster, votre CNO, ait la possibilité de créer des enfants dans, ici, c'est le Create a Child Object qui est important. Tout le script que je viens d'exécuter, c'était pour cocher cette case ici, Create a Child Object, de manière à ce que quand vous allez créer vos groupes de dispo, vous puissiez les inscrire également dans Active Directory. Donc, une fois que c'est fait, on va activer la fonctionnalité Always on Availability Group à l'intérieur de SQL Server. Et le service SQL va redémarrer pour que ce soit pris en compte. Alors, c'est quelque chose qui dure quelques instants. Je vais en profiter du coup pour détailler les bouts de script qui vont suivre. La première chose que l'on va faire ensuite, c'est créer les fameux endpoints. La manière dont chacun des réplicas va se connecter sur le réplica opposé. Donc, sur les machines 1 et 2, donc Frogsql 1, Frogsql 2, je vais tout simplement aller créer ce point de terminaison sur le port 5022. Je vais le nommer HADR Endpoint, mais si ça ne vous plaît pas, que vous voulez l'appeler Database Mirroring Endpoint, vous l'appelez absolument comme vous voulez, ce n'est pas important. Ce qui va être important, c'est de lui dire qu'il est de type Database Mirroring. Donc, sur ma machine numéro 1, sur ma machine numéro 2, sur mon réplica 1 et mon réplica 2, je vais créer tout simplement mon point de terminaison. Une fois que le point de terminaison va être créé, sur le réplica numéro 1, je vais créer un login qui correspond à mon réplica numéro 2 et je vais donner la permission à ce login de se connecter sur le endpoint du database mirroring. Et à l'inverse, sur la machine 2, je vais créer un login pour le réplica numéro 1 et je vais autoriser ce réplica numéro 1 à se connecter sur le endpoint. Vous avez la possibilité de mettre en place cette authentification via des certificats. C'est tout à fait possible. Ici, j'opte pour le login au sens Windows du terme, qui est en fait le compte de service de SQL Server opposé, mais vous pouvez tout à fait utiliser des certificats pour vous authentifier. Est-ce que, une question dans le chat, est-ce que ces deux serveurs n'ont aucune ressource en commun? Dans le cas où la réponse serait non, quelles pourraient être les conséquences en termes de retard de transaction ou de perte de données? Alors, est-ce que les serveurs n'ont aucune ressource en commun? Oui, les serveurs n'ont aucune ressource en commun, pas de disque partagé. Par contre, ici, dans mon cas, dans le cas de cette démonstration, j'ai une ressource en commun qui est l'appartenance au même domaine Active Directory. Ce n'est pas une obligation forte depuis les dernières versions de Windows et de SQL Server, à savoir que je peux être maintenant domaine agnostique, à savoir que je pourrais avoir un premier serveur dans un domaine
et un second serveur dans un autre domaine. Voire même, mes deux serveurs pourraient être dans des workgroups totalement distincts. Malheureusement, il me restera quand même un seul point qui doit être commun à l'infrastructure et donc à ces deux serveurs, c'est la notion de DNS. Dans le cas où je vais me passer d'Active Directory, j'ai pour obligation finalement d'avoir le même DNS et donc la même domaine DNS sur mes deux serveurs. Mais sinon, effectivement, mis à part le DNS qui reste la seule chose commune, mes serveurs peuvent ne rien avoir l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, si je me reporte sur un monde Linux, sur du monde Linux, on a tout à fait la possibilité de monter du cluster Linux sans avoir d'Active Directory et on peut installer des groupes de disponibilité sur un cluster Linux. J'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à me dire dans le chat si ça correspond. La fonctionnalité a été activée sur mes deux serveurs, mes deux réplicas. Les réplicas ont redémarré. Donc, je vais tout simplement créer les logins et les autoriser à se connecter sur le port TCP. Allez, ça c'est fait. Donc, on voit ici que j'ai du grand temps succès. Donc, d'un point de vue mise en place, et je répondrai à la question un tout petit peu plus tard. D'un point de vue préparatif, on est OK. Maintenant, l'implémentation à proprement parler du groupe de disponibilité. Quand on va créer un groupe de disponibilité, on va finalement créer une coquille vide. On va dire, je crée un groupe de disponibilité sur le réplica numéro 1. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dire que le réplica numéro 2 se joint au groupe de disponibilité. Il est d'accord pour faire partie de ce groupe de disponibilité. Et une fois que ce sera fait, on va tout simplement dire que l'on rajoute une ou plusieurs bases à ce groupe de disponibilité. De manière optionnelle, mais généralement on va le faire, on a la possibilité donc de créer ce qu'on appelle un listener. Le listener n'étant ni plus ni moins qu'un point d'accès, à savoir une adresse IP et un nom DNS. Et ce listener va toujours pointer sur le réplica primaire de mon groupe de dispo, donc sur la base qui va être en lecture-écriture. On a la possibilité de créer ce qu'on appelle une routing list. Autrement dit, je vais dire que quand c'est le réplica numéro 1 qui est primaire, je peux rerouter les selects sur le réplica secondaire de manière à soulager mon réplica primaire au niveau de la charge, faire de la répartition de charge. Donc, on va mettre en place tout ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Vous pouvez faire du Management Studio, SSMS, avec des scripts Transact SQL ou via des assistants, ou alors vous pouvez faire du PowerShell. Dans un souci d'automatisation, et je vous promets que vous gagnerez du temps à utiliser de l'automatisation sans aller jusqu'à de l'Ansible comme vous l'a montré David, utiliser du PowerShell, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Pour créer un groupe de disponibilité, je vais tout simplement ici mettre quelques variables en mémoire, à savoir mon réplica numéro 1, mon réplica numéro 2. J'ai mon domaine et j'ai le nom de mon groupe de disponibilité. Et donc, je vais créer mon groupe de disponibilité en spécifiant que je vais avoir un mode de bascule automatique entre mes réplicas. Autrement dit, si j'ai un problème sur le serveur numéro 1, il va y avoir une bascule automatique vers le serveur numéro 2 et inversement. J'ai un mode de provisionnement qui est à automatique parce qu'en fait, dans les anciennes versions de SQL Server, il fallait faire backup database et backup log sur le serveur principal, restore database, restore log, no recovery sur le serveur secondaire. Et à partir de là, on pouvait rentrer la base dans le groupe de disponibilité parce qu'elle était initialisée. Son journal de transaction était arrivé exactement au même niveau entre le primaire et le secondaire. On a maintenant la possibilité de finalement dire au niveau de mon groupe de disponibilité, c'est toi le groupe de disponibilité qui t'occupe tout seul de créer la base sur le serveur secondaire. Ce qui veut dire aussi que derrière cette commande-là se cache aussi un octroi de permissions supplémentaires qui donne la possibilité
au groupe de disponibilité de créer une database sur le serveur secondaire. Et donc, on va créer le groupe de disponibilité. Groupe de disponibilité qui sera vide pour l'instant. Si je prends Management Studio, on va faire un petit refresh sur mes deux instances SQL. J'ai ici mon groupe de disponibilité qui est bien primaire sur la machine, le réplica numéro 1. Et d'un point de vue des réplicas, il y a bien le réplica 1 et le réplica 2. Si je fais un petit clic droit propriété, pour l'instant, il n'y a aucune base de données contenue dans mon groupe de disponibilité et je retrouve la notion de réplica synchrone ou asynchrone. Si vous choisissez pour du failover automatique, vous avez pour obligation de garder un réplica synchrone. On a la possibilité de dire est-ce que oui ou non, je donne la possibilité de lire sur un réplica secondaire. Pour l'instant, je ne l'ai pas donné. Et le seeding mode, comment est-ce que je provisionne, comment est-ce que je crée la base de données sur un réplica secondaire? J'ai choisi de déléguer cette fonction-là à SQL Server qui va le faire tout seul. On peut aussi paramétrer la localisation des sauvegardes. Est-ce que la sauvegarde va se faire sur le réplica primaire? Est-ce qu'elle va se faire sur le réplica secondaire? Ou n'importe lequel des réplicas, et on reparlera de la routing list par la suite. Donc pour l'instant, j'ai créé mon groupe de disponibilité qui est complètement vide. Je peux créer un listener. Un listener, c'est ni plus ni moins qu'une adresse IP et un port TCP. Dans mon cas, j'ai choisi le port 1433. Si je reviens 2 secondes sur mon cluster, maintenant que j'ai créé mon groupe de disponibilité, j'ai ici un groupe de ressources qui a été créé. Et d'un point de vue des ressources, il ne contient finalement que du script quelque part. On n'a pas besoin de s'en préoccuper. Une fois que je vais avoir créé mon listener, il va y avoir des ressources supplémentaires qui vont être ajoutées dans mon cluster. Juste le temps que ça s'exécute. Voilà. Une fois que j'ai rajouté mon listener, je retrouve dans mon cluster un nom réseau et une adresse IP. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, n'importe quel client sur mon réseau 192.168.1/24 peut utiliser le nom réseau qui s'appelle Datafrog IG de manière à se connecter et on arrivera pour l'instant sur la machine numéro 1, le réplica numéro 1, réplica qui est primaire. Ajouter une routing list, c'est tout simplement vouloir faire de la répartition de charges. Donc, quand je suis connecté sur le réplica numéro 1, son adresse IP d'un point de vue SQL, pour se connecter en Transact SQL, c'est celle-là. Donc, en fait, je dois mettre en place ce qu'on appelle des URL pour me connecter à mon serveur SQL. Mais c'est quelque chose qui est purement interne pour du routage à l'intérieur du groupe de disponibilité. Ce qui est très important, c'est ce que l'on a ensuite. Je vais créer une routing list qui me dit que quand c'est le réplica numéro 1 qui est primaire, mes requêtes de type select, et il va falloir que je montre patte blanche pour dire je veux faire du select, mes requêtes qui vont faire du select vont être envoyées sur le serveur, sur le réplica numéro 2. Par contre, si le réplica numéro 2 n'est pas disponible, on reviendra sur le réplica numéro 1. Et inversement, quand le réplica numéro 2 est réplica primaire, dans ce cas, les requêtes de type select vont être envoyées sur le réplica numéro 1. S'il ne répond pas, on va être renvoyé sur le réplica numéro 2. Sur les versions récentes de SQL Server, vous pouvez également mettre en place du load balancing, de la répartition de charges entre les serveurs secondaires. Donc, au niveau de ma routing list, ici, je pourrais très bien dire, si j'avais un troisième réplica au niveau de mon cluster, si le réplica numéro 1 est primaire, je vais load balancer un coup à droite, un coup à gauche sur le serveur numéro 2 et sur le serveur numéro 3, mes requêtes de type select. J'ai fait que la première partie. Donc, je vais créer mes routing lists. Je peux visualiser mes routing lists via du PowerShell. J'ai commencé à vous le montrer tout à l'heure dans l'interface. Un petit refresh. J'ai donc ici mon listener qui est arrivé. Listener, si je double-clique ou clic droit propriété,
je retrouve juste l'adresse IP et le port réseau. Et quand je vais dans les propriétés de mon groupe de disponibilité, au niveau des routing lists, je retrouve exactement ce dont on vient de parler, à savoir mes URL de routage. La machine numéro 1, je peux la retrouver sur telle adresse IP, tel port réseau. La machine numéro 2, telle adresse IP, tel port réseau. Et quand la machine numéro 1 est primaire, ma routing list, c'est d'abord de renvoyer sur le serveur numéro 2. S'il ne répond pas, je reviens sur le serveur numéro 1. Cette option ici pourrait très bien être changée. L'ordre pourrait être changé en utilisant les boutons Move Up, Move Down au niveau de Management Studio. Donc, si j'avais 2, 3, 4 serveurs, on pourrait jouer comme ça avec l'ordre des serveurs secondaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant rajouter une base de données à l'intérieur de mon groupe de disponibilité. Donc, j'ai décidé d'appeler ma base Kermit. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Et je vais créer ma base de données sur le serveur numéro 1. Donc, si je reprends Management Studio, je vois maintenant ma base qui est apparue. Et forcément, cette base n'est pas encore présente sur le serveur numéro 2. Même si j'utilise du automatic seeding pour initialiser ma base de données sur le serveur secondaire, j'ai pour obligation d'avoir une sauvegarde complète de ma base. Donc, j'effectue une sauvegarde complète de ma base de données. Et ensuite, je peux rajouter cette base dans le groupe de disponibilité Datafrog AG. Et pour l'instant, mon serveur principal, c'est SQL1. Je rajoute ma base Kermit en automatic seeding. Ça va prendre juste quelques secondes. Ma base étant vide pour l'instant, ça ne demande pas beaucoup de travail à SQL Server d'envoyer et de créer la base donnée de l'autre côté. Et je vois que ma base est présente sur le réplica numéro 2. Clic droit, dashboard. Si j'affiche mon panneau de contrôle, je me rends compte que tout va bien au niveau de mon groupe de disponibilité. Mes données sont synchronisées entre le réplica primaire et le réplica secondaire. Je n'ai absolument aucune perte de données. Donc, à ce niveau-là, j'ai un groupe de disponibilité avec une base, et je pourrais mettre 10 bases à l'intérieur, ça ne change rien, qui est disponible. J'ai de la haute disponibilité sur ma base. On peut faire quelques tests. F8. Donc, on peut regarder quel est le réplica qui est primaire, quel est le réplica qui est secondaire. Pour l'instant, le réplica primaire, c'est SQL1. OK? Donc, si j'exécute une requête sur le nom de mon AG, et donc je vais vraiment utiliser le listener, je vois que c'est bien le serveur numéro 1 qui me répond. Mais si par contre, je montre patte blanche et que je dis je veux faire du select et uniquement du select, dans ce cas, c'est la machine numéro 2 qui me répond. J'ai bien utilisé la routing list pour rerouter mes requêtes de type select sur un serveur secondaire. Je peux m'amuser à faire un failover. Donc, je demande à SQL Server de rendre primaire le réplica numéro 2. Donc, le failover va s'effectuer. Voilà. On peut vérifier au niveau de Management Studio que mon groupe de disponibilité est maintenant secondaire sur la machine 1 et primaire sur la machine numéro 2. Et donc, les mêmes requêtes pour savoir quelle est l'instance qui va me répondre. Donc, quand je contacte mon AG, j'arrive bien sur la machine numéro 2. Et si je montre patte blanche parce que je veux faire une requête de type select, je suis bien renvoyé sur la machine numéro 1. Donc, on a bien créé un groupe de disponibilité qui bascule. Ma base de données primaire, elle sera soit sur le serveur numéro 1, soit sur le serveur numéro 2, réplica 1, réplica 2, en fonction de la disponibilité de mes instances. Et potentiellement, je pourrais créer plusieurs groupes de disponibilité, chacun contenant plusieurs bases de données. Et on pourrait faire du load balancing si on paye les licences sur les deux instances entre mes différents serveurs. Donc, on a quand même certaines limites, je regarde l'heure, on a quand même quelques limites au niveau des groupes de disponibilité, à savoir modèle de récupération complet seulement.
Seulement les bases utilisateurs en lecture-écriture et accès multi-utilisateur. Je ne peux pas avoir de base en read-only et de base en DBO use-only. La synchronisation des jobs SQL et des logins, des SID des logins SQL reste à votre charge. Et encore une fois, il y a de très très bonnes commandes dans les DBA Tools pour synchroniser les jobs et synchroniser les logins SQL. Vous devez avoir des versions identiques entre vos instances SQL, entre la machine 1 et la machine 2, sauf si vous souhaitez faire des upgrades. C'est supporté pour des upgrades. Par contre, les éditions doivent être identiques. Pas question d'avoir une édition standard d'un côté et Enterprise de l'autre. On est soit en standard, soit en Enterprise. Par rapport à l'édition standard, on va parler de Basic Availability Group. Dans ce cas, je vais avoir une seule base possible dans le groupe de disponibilité, un seul réplica et non pas 8 réplicas secondaires. Et je n'ai pas de possibilité de faire de la lecture sur le réplica secondaire. D'un point de vue architecture disque, si possible, on essaie de respecter les mêmes volumes, le volume E, F, G, H, etc. Par le passé, c'était quelque chose qui n'était pas supporté si vous aviez une infrastructure différente. À partir d'SQL Server 2017, c'est totalement supporté. Attention également au nombre de threads consommés. Si vous commencez à mettre une centaine de bases en haute disponibilité, avec un seul réplica secondaire, vous consommez 200 worker threads. Si vous avez des petites machines, par exemple une machine à 4 cœurs, vous avez 512 worker threads, 8 cœurs, vous en avez 576. Sur ces 576, il y en a 40 qu'on va réserver au système, donc il va en rester 536. Ce qui veut dire que si vous consommez 200 ou 300 threads sur 536, il ne vous restera pas beaucoup de worker threads disponibles pour l'activité réelle de vos utilisateurs. Donc attention, ça peut quand même consommer un tout petit peu de ressources. La maintenance des bases de données, vous ne changez rien à ce que vous faites. Vous faites vos sauvegardes sur un emplacement réseau qui soit unique. Étant donné que vous avez la possibilité de faire des backups sur le serveur principal et sur le serveur secondaire, il va falloir faire des choix. Pour les backups full, ce sera généralement le principal parce que sur un secondaire, on ne fait que du copy-only. Le backup différentiel sera sur le principal. Le backup log, vous pouvez le faire n'importe où. Ce qu'on appelle la log chain, donc le chaînage des journaux de transaction est préservé. Donc, vous pouvez très bien faire des backups sur le serveur 1 ou sur le serveur 2, ça ne change absolument rien. Au niveau des sauvegardes, faites appel à la fonction fnhdr backup is preferred replica de manière à demander à SQL Server quelle est l'option qui a été utilisée pour quelle est l'option dans le groupe de disponibilité, donc comment et où est-ce que vous voulez faire les sauvegardes. Contrôle d'intégrité, j'aurais tendance à dire sur tous les réplicas, le faire sur tous, effectivement. Ce n'est pas parce qu'un réplica n'a pas de problème que tous n'ont pas des problèmes. Donc, comme on est sur un stockage asymétrique, on est censé faire le test d'intégrité partout. Au niveau de la maintenance des index, là, effectivement, on peut quand même avoir un petit problème, tout simplement parce qu'on va se heurter au problème de log burst scénario. Donc, on va provoquer énormément d'entrées dans les journaux de transaction. Donc, c'est quelque chose qui va mettre à mal, finalement, toute l'infrastructure parce qu'on va vraiment écrire des deux côtés, surtout si on est sur des réplicas synchrones. Donc, de temps en temps, on bascule sur des réplicas asynchrones pendant les phases de maintenance. Les problèmes les plus courants, et je vais passer très rapidement, je vous laisserai lire les slides. Si vous n'arrivez pas à créer le listener, c'est parce que vous n'avez pas les autorisations au niveau d'Active Directory de créer le child object, ou alors vous avez un conflit d'adresse IP de nom DNS. C'est vraiment un des cas typiques d'erreur lors de la création du listener. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à un listener, c'est peut-être qu'il est offline, un problème de login ou un problème de chaîne de connexion. Faites attention aux application intent, à l'initial catalog, donc pour savoir sur quelle base vous voulez vous connecter. Les routing lists, si vous les utilisez, faites attention que les URL, la première chose que l'on a configurée, soient bien présents. Des erreurs de synchronisation sur le serveur secondaire, potentiellement une problématique d'architecture disque, des erreurs d'authentification sur le endpoint, vous n'avez pas la permission de vous connecter sur le port 5022 du serveur opposé. Si vous avez utilisé des certificats, le certificat est absent ou alors il a dépassé sa limite de validité. Ou alors vous avez du transparent data encryption sur vos bases de données et encore une fois, le certificat n'est pas présent sur le serveur secondaire. Attention aux antivirus, ils ont une détection parfois agressive
de ce qu'on appelle du host intrusion. Et du coup, la connectivité, la connexion sur les ports 5022 peut être vue comme une tentative d'intrusion. Et dans ce cas, l'antivirus pourrait aussi bloquer la communication entre les instances SQL. Une erreur sur le port utilisé par Hadron, donc la haute disponibilité, ça peut être le cas quand on est en multi-instance. On a plusieurs instances sur chaque réplica. Des règles firewall qui ne sont pas bien positionnées. Des bases de données que vous n'arrivez pas à ajouter dans un groupe de dispo, ça peut être tout simplement un manque de backup. Vous n'êtes pas au même niveau dans le journal de transaction entre le primaire et le secondaire. Tout simplement parce qu'il y a peut-être un backup log qui est arrivé quand vous étiez en train de mettre en place votre groupe de disponibilité. Donc, il vous manque un backup log. Si vous avez des attentes de type write log, log buffer sur le primaire, ça peut être une problématique de configuration NUMA. On ne va pas trop en parler ici. Si vous avez des problèmes de croissance de journaux de transaction, alors que vous faites bien vos backup logs, vérifiez dans 6.databases que la colonne log reuse wait desk ne soit ou soit à la propriété always on, parce que si vous avez du always on, c'est que vous avez un problème sur le réplica secondaire, donc vous ne pouvez pas purger votre journal de transaction. Si vous avez des failovers inexpliqués, perte de quorum, des list timeout, donc c'est des cas un tout petit peu plus élaborés qu'on ne va pas détailler ici. Des bascules impossibles, c'est peut-être parce que vos bases ne sont pas synchronisées ou que le serveur secondaire est déconnecté. Si vous avez une bascule qui dure très longtemps, la durée de bascule est trop importante, ça veut dire que vous avez des attentes de type redo, finalement, côté serveur secondaire. Il va falloir se poser la question de la performance du matériel. Un des cas que moi j'ai vu souvent chez mes clients, c'est tout simplement le fait d'oublier de faire un resume après un failover manuel. Quand je fais un failover manuel, donc je fais une bascule manuelle de mon groupe de dispo alors que je suis en mode asynchrone sur mon groupe de dispo, ne pas oublier de vérifier que le flux repart bien dans l'autre sens. Pas mal d'évolutions, je ne vais pas en parler, on n'a pas forcément le temps aujourd'hui, d'évolutions entre les différentes versions de SQL Server. Je vais regarder les questions de ce pas. J'en ai pas parlé, je vais juste prendre 2 secondes sur ce slide-là. Les groupes de disponibilité, vous pouvez les implémenter on-prem chez vous, sur vos serveurs. Vous pouvez aussi les implémenter sur du cloud, que ce soit du Amazon, du Google, du Azure, peu importe. Ici, c'est une infrastructure Amazon que j'avais mis en place entre l'Irlande et le Canada sur quelque chose qui est un tout petit peu plus complexe que le groupe de disponibilité. C'est le groupe de disponibilité distribué, à savoir qu'en fait, on construit un groupe de disponibilité au-dessus d'un groupe de disponibilité. Donc, chacun des réplicas est déjà un groupe de disponibilité. Ça assure une tolérance de panne encore meilleure, voire même, on peut avoir des serveurs qui sont, par exemple, en Windows sur une des régions et des serveurs qui sont en Linux sur une autre région, ce qui permet, encore une fois, de se prémunir contre encore plus de pannes potentielles. Alors, j'avais vu, si je remonte, peut-on dans certains cas forcer le serveur, le secondaire à devenir primaire et vice-versa? Oui. Un petit clic droit failover au niveau, si je reprends Management Studio, ou en Transact SQL, clic droit failover, vous pouvez choisir de faire une bascule de manière manuelle entre vos réplicas. La bascule automatique étant finalement liée à la haute disponibilité et à la panne d'un des serveurs, la bascule manuelle est plus à votre convenance quand vous voulez faire des mises à jour finalement sur le serveur secondaire. On va faire les mises à jour sur le serveur secondaire, appliquer un cumulative update et ensuite on fait un failover. La prochaine question, est-ce qu'après le failover, le serveur secondaire devient primaire? Comment éditer la connexion qu'on avait avant entre le serveur et les applications? Et est-ce à soi de les actualiser? On n'a absolument rien à faire. Étant donné que l'adresse IP et le nom réseau n'ont pas changé, on n'a absolument aucune reconfiguration à faire au niveau de l'applicatif. La seule chose finalement qu'il faut faire au niveau de l'applicatif, dans le développement de l'application, c'est
suivre les bonnes pratiques dans le sens où on doit avoir un auto-retry, de multiples tentatives de connexion, parce qu'en fait, quand il y a la bascule, c'est comme si j'avais débranché un câble réseau et rebranché un câble réseau. Donc, il faut que l'applicatif fasse un retry de connexion sur la même adresse IP, le même nom réseau, de manière à se reconnecter sur la base de données qui est primaire. Oui, la prochaine question. Primaire et secondaire sont-elles toutes en mode écriture et lecture? Sont-elles toutes asynchrones? Seul le réplica primaire est accessible en écriture. Le réplica primaire est accessible en lecture. Et si on donne la possibilité dans le groupe de dispo d'autoriser la lecture sur le serveur secondaire, alors on peut faire de la lecture sur le serveur secondaire. Mais on ne peut pas faire d'écriture sur le serveur secondaire. Ajouter une base de données à un groupe de disponibilité, peut-on utiliser PowerShell? Oui, absolument. On peut faire du PowerShell, je vais dire natif. On peut, avec derrière les bibliothèques SMO. On peut utiliser du DBA-Tools, comme je l'ai fait. On peut utiliser Management Studio pour rajouter une database, add database. Et on peut également faire ça en Transact SQL si on le souhaite aussi. Dernière question, j'espère. La mise en miroir dont vous parlez pour la HA est-elle la même chose que l'architecture DataGuard? Alors, je ne suis pas un spécialiste côté Oracle. DataGuard, je pense qu'effectivement, il se base également sur la lecture des journaux de transactions. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que ça ressemble plus finalement à du groupe de disponibilité database mirroring ou est-ce que ça ressemble plus à du log shipping? Je pense que clairement, on est sur quelque chose qui est similaire d'un point de vue du fonctionnement.